Radioactif, le podcast de l'Andra. Un patrimoine qui rayonne, une série sur l'histoire de la radioactivité. Dans cet épisode, je me retrouve au Louvre et plus précisément dans les locaux du Centre de recherche et de restauration des musées de France, où se trouve dissimulée aux yeux du public une machine impressionnante, l'accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire, ou Aglaé pour les intimes. Un accélérateur de particules dédié entièrement à l'étude d'objets du patrimoine. Je suis avec sa directrice Claire Pachico, qui nous dévoile Aglaé, nous en explique son fonctionnement et son utilité dans les recherches en histoire de l'art. Donc Aglaé est arrivé dans les sous-sols du Louvre en 1988, exactement, suite à la décision du ministère de la Culture de consacrer un accélérateur de particules à l'analyse d'objets du patrimoine. Les avantages, c'est vraiment que vous êtes littéralement dans le Louvre, c'est-à-dire qu'on est dans les sous-sols du Louvre et que donc, s'il y a besoin de faire une analyse, ça descend et ça arrive chez vous. Absolument. Alors on travaille pas exclusivement pour le Louvre, puisque Aglaé est au Centre de recherche et de restauration des musées de France, alias le C2RMF, qui est un service à compétence nationale du ministère de la Culture, et dont une des missions est de répondre aux demandes d'expertise, entre autres, de tout musée de France qui va faire cette demande-là. Et si une expertise nécessite une analyse par faisceau d'ion, donc nécessite de faire une analyse sur Aglaé, eh bien, nous donnons accès aux faisceaux de particules pour pouvoir faire cette analyse. Donc bien sûr que les collections du Louvre sont au plus près de la machine, donc ça facilite les choses, mais on travaille aussi pour les autres musées de France. D'abord, peut-être qu'on peut décrire Aglaé est un accélérateur de particules. Tout à fait. Alors, c'est un accélérateur électrostatique tandem linéaire, qui n'a rien à voir en termes de dimension avec ni les synchrotrons que l'on peut connaître, Soleil en région parisienne, ou le SRF à Grenoble, où là ce sont des électrons qui sont accélérés, qui sont circulaires, ni même le LHC, et quand bien même ce sont également des protons qui sont accélérés. On a un accélérateur circulaire d'une circonférence de 27 km. La ligne de faisceau d'Aglaé, les protons là vont parcourir 27 mètres. Donc voilà. On n'est pas du tout dans les mêmes dimension. C'est ça, c'est pas la même ordre de grandeur. Absolument. Et il faut ces 27 mètres pour pouvoir produire le faisceau de particules de qualité pour que les utilisateurs puissent l'utiliser. Aglaé est donc un accélérateur de particules au service des musées de France. Mais quel genre d'analyse peut-on y faire et quelles informations peut-on en tirer ? Alors, nous allons nous intéresser à tous les produits de l'interaction particules-matière. Le premier produit, ce sont des rayons X. Pourquoi ? Parce que les particules vont venir arracher des électrons, des couches des atomes de la cible. Donc là, les particules, on parle de protons qui ont été accélérés, qui vont venir rentrer en collision avec les atomes Absolument. de la pièce. Ce faisceau de particules, donc une fois que les électrons ont été arrachés, les électrons du même atome, cible, des couches supérieures, vont venir combler les lacunes électroniques laissées par le faisceau. Ce phénomène est toujours accompagné de l'émission d'un rayonnement électromagnétique qu'on appelle rayons X. L'énergie de ces rayons X dépend de la nature de l'atome. Donc nous, forcément, nous allons positionner autour du nez d'Aglaé tous nos détecteurs de rayons X et on va collecter le moindre photon X et regarder l'énergie de ces photons X pour pouvoir déterminer de quel atome le photon provient. Et donc de quel matériau ? Et donc là, on fait du PIX pour Particle Induced X-ray Emission, donc en français, émission de rayons X induits par les particules. Et en récoltant toutes ces informations-là, tous ces rayons X, on va pouvoir déterminer la composition chimique élémentaire de notre cible. Donc pouvoir identifier et quantifier tous les éléments chimiques présents dans la cible. Quand on fait du PIX, on va pouvoir voir et quantifier les éléments du sodium à l'uranium dans le tableau de Mendeleïev. Les éléments légers de la deuxième ligne du tableau de Mendeleïev ne sont pas visibles par cette technique-là. Non pas qu'ils n'émettent pas de rayons X, pas du tout, mais les rayons X sont tellement peu énergétiques qu'ils ne sortent pas du matériau, ils sont absorbés avant même de sortir du matériau. Donc pour ce qui est d'arriver à nos détecteurs, c'est même pas la peine de l'envisager. Donc on va pouvoir déployer d'autres détecteurs peut-être pour essayer de détecter. Donc ce qu'on va pouvoir faire également, donc ça c'est l'interaction
des protons incidents. Alors je dis protons, mais bien sûr, il y a d'autres types de particules avec lesquelles nous travaillons à Aglaé. On travaille aussi avec des particules alpha ou des deutons. Mais 90% du temps, on travaille avec des protons. C'est pour ça que j'utilise souvent le mot proton. Bien sûr, les protons vont également interagir avec le noyau des atomes cibles. Et donc là, il va se passer ce qu'on appelle une réaction nucléaire. Et certaines de ces réactions nucléaires sont accompagnées d'une émission d'un rayonnement électromagnétique beaucoup plus énergétique que les rayons X et qu'on appelle rayons gamma. Là aussi, leur énergie dépend de la nature de l'atome avec lequel la particule est entrée en collision. Et on va donc pouvoir, en mettant le bon détecteur, le détecteur ad hoc, récolter ces rayons gamma et pouvoir identifier et quantifier les éléments présents dans la cible. Donc là, on parle de PIGE cette fois-ci, donc pour Particle Induced Gamma Ray Emission. Ces deux phénomènes, émission de rayons X, émission de rayons gamma, sont concomitants. Et donc, on va récupérer ces deux informations en même temps. Et elles sont complémentaires. Donc, en combinant PIX et PIGE, eh bien, les éléments légers, donc typiquement la deuxième ligne du tableau de Mendeleïev, qui était invisible en PIX, on va pouvoir accéder à ces éléments-là en PIGE. Parce qu'en fait, tout l'avantage du rayon gamma, vous le disiez, il est plus énergétique et donc en fait, il va plus loin avant d'être absorbé. Et absolument, donc, il arrive il est détectable. Au détecteur. On a analysé la composition chimique et atomique de l'objet qu'on a mis devant la machine. Et avec ces résultats, qu'est-ce qu'on peut découvrir sur les objets qu'on a testés ? Alors nous amenons des éléments de réponse en sciences des matériaux qui s'inscrivent tout le temps dans des problématiques générales beaucoup plus larges. Problématiques générales qui sont souvent soit en sciences humaines et sociales, soit en sciences de la conservation. Donc quelques exemples de problématiques récurrentes à Aglaé. En sciences humaines et sociales, la question que se posent nos collègues, ça va être de mieux comprendre une civilisation, mieux comprendre des interactions entre plusieurs groupes humains, par exemple. Et on va essayer, par le biais des objets qui nous sont parvenus, eh bien, de comprendre comment ces sociétés étaient organisées, travaillaient, comment les artisans interagissaient, etc. Donc c'est mieux connaître les groupes humains. Et les éléments que nous apportons, ça va permettre de caractériser, donc soit de s'intéresser aux provenances d'objets. Pour comprendre d'où vient un objet, on va comprendre comment les groupes humains se sont déplacés, bien sûr. Si on a pris un objet ou une matière première à un endroit numéro 1 et qu'on le retrouve à un autre endroit, c'est bien que quelqu'un l'a amené du point A au point B. Donc ça veut dire que les groupes humains se sont déplacés ou ont été en interaction. Comment je sais que, je sais pas moi, ce bout de flèche en fer, je ne l'ai pas produit à partir du fer qui est chez moi, mais que je l'ai acheté de la société qui a plusieurs centaines de kilomètres. Parce que finalement, là, on a vu qu'on analysait, qu'on trouvait qu'il y avait, voilà, par exemple, il y a du fer, on sait qu'il y a du fer. OK. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Alors oui, j'ai dit qu'on obtenait par PIX, PIX-PIGE, la combinaison des deux, la composition chimique élémentaire. D'autres techniques sont capables de donner une composition chimique élémentaire. Les techniques d'analyse par faisceau d'ion sont très sensibles et vont permettre d'obtenir, comme les autres techniques, les éléments, donc de les identifier et de les quantifier, les éléments que l'on appelle majeurs, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans l'objet de l'ordre de quelques dizaines de pourcents. Également les éléments mineurs, donc qui là sont présents autour du pourcent. Et là s'arrêtent d'autres techniques. Le PIX et le PIGE permettent, de façon non destructive, d'accéder aux éléments présents à l'état de trace. On parle d'éléments traces quand les teneurs en ces éléments-là est de l'ordre de quelques ppm à quelques dizaines ou centaines de ppm. Et donc le ppm, là on parle même plus en pourcentage, on parle en parties par million. Et ça, nous, on est capable de le quantifier avec des bonnes incertitudes de mesure. Et ce sont souvent ces éléments-là qui vont permettre de remonter à la signature géochimique d'une source géologique, par exemple, qui vont permettre de caractériser un atelier de production céramique ou verrier, de remonter à des recettes de fabrication particulières, etc., etc. Donc ce sont ces problématiques-là qui nécessitent d'avoir accès à ces éléments traces qui vont demander du temps de faisceau à Aglaé pour répondre à ces questions-là. PIX, PIGE, ces techniques permettent une analyse extrêmement fine des objets archéologiques qui sont placés devant les détecteurs d'Aglaé. Mais comment ces résultats aident-ils les chercheurs et chercheuses pour répondre à des questions concrètes sur l'histoire de l'humanité ? Claire nous l'explique au travers d'un exemple.
La varicite néolithique. Alors la varicite est une pierre, c'est un aluminophosphate de couleur verte qui, une fois poli, va avoir une couleur entre le jade et la turquoise. Cette varicite, à l'époque néolithique, donc, a été utilisée dans beaucoup de sépultures en Europe occidentale. On utilisait ces matériaux pour faire des perles, pour faire des parures en varicite. Les archéologues se sont bien évidemment rendus compte assez rapidement qu'il y avait une fonction sociale de ces colliers-là. Donc plus le défunt avait un rang social élevé, plus il y avait de rangs de perles, et les perles étaient grosses et les pendeloques imposantes. Mais une question subsistait, à savoir d'où vient la matière première. Ce qui semblait logique, évident, en particulier aux collègues de Bretagne, du Créa à Rennes, Guirec Quéré et Serge Cassen se sont posé la question, ne se serait-il pas servi dans le massif armoricain où il y a une source géologique de varicite qui aurait pu être exploitée à ce moment-là. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On compare les analyses PIX obtenues sur de la varicite archéologique et de la varicite issue de ce gisement géologique. Et il s'avère que ça n'a rien à voir, ça ne vient pas de là. Et c'est là toute la spécificité vraiment et la puissance d'Aglaé. C'est-à-dire qu'avec les autres méthodes, on n'aurait pas pu différencier... Alors on aurait pu utiliser d'autres méthodes, mais destructives. Et on n'aurait peut-être pas pu passer toutes les perles et toutes les pendeloques. Puisqu'elles y sont toutes passées. Nous les avons toutes analysées, c'est bien la puissance d'Aglaé, c'est de pouvoir travailler sur des grands corpus, sans préparation, directement, analyse de surface, et pouvoir remettre les colliers de varicite dans leur vitrine une fois que l'analyse est faite. Et donc là, la varicite, en l'occurrence, n'était pas de la source de proximité qu'on pensait. Donc, une fois qu'on se rend compte que ça ne vient pas de la source la plus proche, c'est un énorme projet de recherche qui s'est mis en marche. Les géologues sont allés sur le terrain, ont échantillonné dans des sources de varicite potentiellement exploitées au néolithique. Puis, les analyses ont été faites sur Aglaé en PIX. On établit ensuite un modèle chimiométrique, donc il s'agit de l'algorithme qui va permettre de discriminer absolument à 100% chaque source géologique. On a une espèce de fiche d'identité par source géologique qu'on va comparer au collier qu'on a. C'est ça. On va regarder l'algorithme, quels sont les éléments à regarder dans quel ordre pour permettre d'identifier clairement chaque source géologique. Et une fois que ce modèle est bien validé et qu'en aucune façon on ne peut se tromper de source géologique, on va pouvoir pointer exactement. On va pouvoir passer tous les résultats obtenus sur chaque perle archéologique pour pouvoir attribuer une provenance à chaque perle. Et là, on se rend compte qu'entre 5000 et 4000 ans avant Jésus-Christ, les perles viennent essentiellement d'une source située en Espagne actuelle, dans le sud-ouest de l'Espagne actuelle. Donc ça, déjà, les archéologues sont ravis de l'apprendre, de voir que les mouvements humains, qu'il y avait du commerce à grande distance et qu'il y avait des interactions au néolithique sur ces distances-là. Et l'autre point intéressant, c'est qu'à 4000 ans, à partir de 4000 ans avant Jésus-Christ, on change de fournisseur, j'ai envie de dire. On change de lieu d'approvisionnement. La première source n'est pas tarie, donc ça n'est pas un problème de manque de matières premières, absolument pas. Mais on reste en Espagne, quelques centaines de kilomètres un petit peu plus au nord, mais on a changé de source. On a changé de source. Il s'est passé quelque chose. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on a pu mettre en avant qu'il s'est passé un phénomène, il y a eu un événement autour de 4000 ans avant Jésus-Christ, dont une des conséquences a été ce changement de provenance de varicite pour ces colliers de sépulture. Alors qu'est-ce que c'est ? Évidemment, Aglaé ne permet pas de le dire. Est-ce une guerre ? Est-ce une pandémie ? Tout est plausible. Mais en tout cas, il s'est passé un événement majeur dans la société, dans ce contexte géochronologique bien particulier. Et la conséquence a été celle-là. Donc Aglaé a permis de faire parler ces objets, ces fameux colliers de varicite, pour mettre en avant un événement probablement historique majeur autour de 4000 ans avant Jésus-Christ et dont on n'avait pas du tout idée avant de faire ces analyses.
Les analyses d'Aglaé permettent de mener des enquêtes sur des objets archéologiques vieux de plusieurs milliers d'années et d'amener des précisions inédites sur les matériaux qui les composent et ainsi de révéler de précieuses informations qui seraient complètement passées inaperçues via d'autres techniques. Tout cela de manière non destructive. Mais y a-t-il une limite aux objets que l'on peut soumettre à son faisceau ? On peut mettre tout devant Aglaé ? En théorie, oui. En théorie, oui. En théorie, oui. Mais en routine, on analyse tout ce qui est inorganique d'une façon générale, donc à savoir des pierres, du verre, de la céramique, des métaux. Ça, ce sont des matériaux qu'on analyse en routine. On est un petit peu plus prudent dès qu'on a de la matière organique, puisqu'on va déposer de l'énergie avec notre faisceau de particules, et que donc certains matériaux vont être plus sensibles à notre faisceau de protons. Donc les peintures, par exemple, ne viennent pas en routine, ne viennent pas tous les jours. Pourquoi ? Parce que les couches picturales sont des mélanges de pigments inorganiques dans des liants organiques. Donc on travaille avec l'IAEA en particulier, l'Agence internationale de l'énergie atomique, sur les modifications potentiellement induites par le faisceau dans les matériaux. Et donc, bien sûr, que ce qui se passe dans les couches picturales, et en particulier comment ces modifications peuvent vieillir dans le temps, parce qu'il ne s'agit pas de faire une modification qui serait invisible aujourd'hui, mais qui pourrait se révéler dans 50 ans ou 100 ans. Nous sommes là pour préserver le patrimoine et non pas induire des modifications qui, à long terme, pourraient être Donc, pour l'instant, néfastes. Zéro risque avec donc, les pour l'instant, matériaux organiques. nous nous intéressons à ce qui se passe dans le matériau peinture, dans les couches picturales, pour comprendre quels phénomènes sont générés et comment tout ça va vieillir dans le temps. Pendant ma visite, des chercheuses étaient présentes pour effectuer des analyses sur Aglaé. J'ai pu rencontrer l'une d'elles qui nous a parlé de son travail et de ses recherches. Bonjour, je suis Aurélie Chassin de Kergomo, doctorante en 2e année à l'université Savoie-Mont-Blanc au sein du laboratoire Editem. Et quel est votre sujet de thèse ? Alors, le titre exact, c'est « Trajectoire des matières riches en fer durant le Paléolithique supérieur, genèse, altération et utilisation ». Donc en fait, c'est pour étudier la provenance des matières colorantes qui sont rouges ou jaunes, qui ont été beaucoup utilisées pendant la préhistoire, notamment au Paléolithique supérieur, pour faire de la poudre, pour plein d'utilisations différentes qu'on ne connaît pas vraiment, à part que ça nous a laissé des blocs facettés et utilisés de matières colorantes rouges ou jaunes. Et donc cette couleur rouge et jaune est due aux oxydes de fer, soit oxydés l'hématite, soit hydroxydés la goethite. Qu'est-ce qui vous amène spécifiquement à Aglaé pour faire des analyses ? Alors, ce qu'on cherche à trouver, c'est l'origine de nos matières colorantes. Et donc, l'origine géologique, pour arriver à la retrouver, en fait, on a besoin de plusieurs arguments, notamment du pétrographique, donc comment cette matière, à quoi elle ressemble et quelle sorte de caillou elle pourrait être, quelle sorte de roche elle pourrait être. Aglaé, ce que ça nous permet de faire, c'est d'ajouter des analyses chimiques qui sont très importantes puisqu'elles nous permettent d'accéder aux éléments traces qui ne sont pas détectables par d'autres manières non destructives. Et là, on y accède à l'ordre du ppm sur des matières et sans avoir à préparer, à abraser ou à métalliser nos matières, ce qui est important pour les objets archéologiques parce que ils n'aiment pas quand on les détruit. Donc là, vous travaillez sur des objets archéologiques sur lesquels on a utilisé ces... Exactement. J'étudie 3 sites archéologiques. Là, aujourd'hui, c'est principalement pour le site archéologique de la grotte du Renne à Arcy-sur-Cure, dont les matières colorantes proviennent de couches qui datent du Châtel-Péronnien, donc c'est 64 000 ans, à peu près. Hein. Et à une vache près. Donc voilà, c'est ça. Et donc c'est principalement ces matières-là que je viens étudier aujourd'hui. Et donc j'ai ces matières archéologiques et je fais aussi des analyses sur le matériel géologique qui pourrait y ressembler, pour arriver à regarder s'il y a des correspondances ou pas chimiques, notamment au niveau des traces, puisque en fait, c'est ce qui retrace la formation de la matière, en fait, de nos roches. Comment elles se sont formées, par quel processus, et ces éléments de traces. Donc là, on est vraiment vraiment sur de la géologie, quoi. Voilà, c'est ça. Avec votre formation, quelle connaissance finalement vous aviez de l'outil Aglaé, de son fonctionnement avant d'arriver ?
Alors, avant d'arriver pour la première fois à Aglaé, parce que moi je triche, ça fait déjà 3 fois que je viens à Aglaé, pas pour ma thèse. Là, c'est la première fois pour ma thèse. Donc, avant d'arriver à Aglaé, je connaissais pas du tout. D'accord. C'est vraiment pas... Le PIXé, c'est pas une analyse qu'on utilise vraiment en géologie. D'accord. En archéométrie, je sais qu'ils en parlent plus dans les masters, mais en géologie, en tout cas, nous, on n'en parle pas, parce que c'est pas enfin, en géologie, on s'en fout de détruire globalement. À part pour les météorites et les cailloux lunaires, en général, on n'a pas de souci d'analyse destructive ou pas. En général, ça pose pas problème. Voilà qui conclut cet épisode. Aglaé est un accélérateur unique au monde, le seul à être dédié à 100% à l'étude d'objets du patrimoine. Il permet, grâce à ses différents capteurs et techniques, comme le PIX ou le PIGE, de faire des analyses qu'aucune autre technique non destructive permette de faire. Merci au C2RMF d'avoir accepté ma venue sur le site d'Aglaé, et merci en particulier à Claire Pacheco de m'avoir reçu. Je remercie également Aurélie Chassin de Kergomo, du laboratoire Editem, d'avoir accepté cet entretien. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.